Bonjour, bienvenue à cette nouvelle masterclass de Laurent Delmas qui va intervenir sur le film Baiser volé de François Truffaut. Laurent Delmas est directeur de publication du livre L'histoire du cinéma chez Larousse. Il vient de terminer, de publier d'ailleurs, parce qu'il est sorti dans les librairies, le livre Depardieu hors norme, chez Larousse également. Et vous êtes critique cinéma sur France Inter, mais également producteur d'émissions sur France Inter. Bonjour Laurent Delmas. Bonjour Aurélie, bonjour à tous et à toutes. Et on vous écoute. Merci beaucoup. Baiser volé, donc François Truffaut, c'est un film qui est sorti en 1968. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une date tout à fait innocente, en tous les cas qu'on connaît bien. C'est le 7e long métrage de François Truffaut. Et il est toujours bon de replacer un film dans une œuvre, dans une filmographie, parce que forcément l'endroit où il est signifiant. Et cette place de 7e met Baiser volé dans une situation assez particulière, si je puis dire, parce que le film d'avant, c'est La mariée était en noir, avec Jeanne Moreau. Le film d'après, c'est La sirène du Mississippi, avec Catherine Deneuve. Ce sont deux grands films importants de la filmographie de François Truffaut, qui, comme vous le savez, est assez courte. Elle compte une vingtaine de films, hélas, parce que François Truffaut est mort jeune et que sa filmographie a été en quelque sorte stoppée net. Mais ces deux films-là ont d'abord la particularité d'être deux films adaptés de polar, et de polar très noirs, de polar américains, l'un comme l'autre, et de raconter des histoires assez graves, assez lourdes. La mariée était en noir, c'est l'histoire d'une femme qui se venge des hommes dont elle pense qu'ils ont tué l'homme qu'elle venait d'épouser. Et La sirène du Mississippi raconte quand même le parcours d'une femme dont on voit qu'elle est prête à tout, et y compris à tuer. C'est donc Catherine Deneuve, la mariée étant, pour le film précédent, Jeanne Moreau. Alors, on peut dire, partant de là, que Baiser volé se met dans un état, on va dire, de légèreté relative, mais de légèreté à l'égard du film précédent et du film à venir. Truffaut d'ailleurs revendiquait cette alternance, en quelque sorte, en disant très clairement qu'il estimait que le film suivant se faisait toujours un peu contre le film qui précède, et qu'il était assez naturel, au fond, de passer dans un autre état, de ne pas continuer dans une gravité, dans une noirceur, mais de prendre un peu le contre-pied, et ainsi d'être mieux, en quelque sorte, dans ce nouvel univers, et peut-être de réussir mieux le film suivant. C'était en tous les cas ce qu'il pensait. Et les deux films en question, et singulièrement évidemment le film précédent, mais les deux films en question ont été des films lourds à montrer, lourds à écrire, lourds à réaliser, lourds au sens de pesant, pas c'est évidemment pas à chaque fois quelque chose de difficile, mais c'est juste, ce sont des machines importantes avec des castings importants, et au fond, à plusieurs égards, on va le voir, Baiser volé prend un peu la tangente de cette machine précédente, et par anticipation de la machine qui suit. Et alors forcément, on place du coup ce film-là, dès lors que Truffaut lui-même dit qu'il l'a fait en contre, en quelque sorte, du film précédent, c'est donc forcément un retour. Et ce film, Baiser volé, est effectivement fait dans un esprit de retour. Et on retourne vers quoi? On retourne forcément vers son passé. C'est assez normal, c'est le mouvement naturel de la vie. Et effectivement, c'est une pause, comme on fait une pause dans une lecture d'un disque ou d'un livre, et c'est une pause qui entraîne chez Truffaut un retour vers le passé. Et alors, le passé cinématographique de François Truffaut, il est clair. À l'époque, il y a, donc je le disais, 6 longs métrages avant, mais le premier des longs métrages, vous le connaissez, nous le connaissons tous, et ce sont évidemment Les 400 coups. Premier film de François Truffaut, et dans ce premier film, vous le savez, il y a la création, la naissance, l'invention d'un héros, Antoine Doinel,
que joue évidemment merveilleusement bien Jean-Pierre Léaud. Et ce héros, en quelque sorte, qui est à la fois une figure tutélaire, un frère jumeau, un passeur, mais aussi un personnage de fiction, il ne faut jamais l'oublier, eh bien, avec Baiser volé, François Truffaut, il revient. Et ce retour à ces premières amours, à ce premier film, il est clairement inscrit dans les premières images du film. Les premières images du film, c'est un plan fixe de la Cinémathèque française à Paris, dont les grilles sont fermées, on verra pourquoi. En fait, disons-le tout de suite, c'est une référence, il y en aura d'autres dans le film, au fait que le film a été tourné en 1968, pendant ou un petit peu avant les événements proprement dits, mais à ce moment-là, 1968 est déjà une année, on va dire, effervescente, pour employer un doux euphémisme, et il y a une affaire qui secoue le cinéma français très très fortement, qui est l'affaire Henri Langlois. Henri Langlois étant le fondateur et le patron de l'importante Cinémathèque française, qui est alors à Chaillot à Paris, qui est maintenant à Bercy. Et il se trouve que le pouvoir en place, le pouvoir gaulliste, avec André Malraux comme ministre de la Culture, souhaite remplacer Henri Langlois. C'est une levée de bouclier dans le cinéma français et singulièrement chez les cinéastes de la Nouvelle Vague, qui prenaient Henri Langlois comme une sorte de figure tutélaire, de père, qui ne cessait d'aller à la Cinémathèque et pour lesquels à la fois la Cinémathèque et la figure de son créateur Henri Langlois étaient extrêmement importantes. Donc ils prennent fait et cause pour Henri Langlois en demandant sa réhabilitation. Et quand Truffaut filme ce plan d'une cinémathèque fermée, c'est bien évidemment une référence à cette affaire et pour lui une façon clairement de manifester son soutien, sa solidarité, tout ce qu'il a envie de dire à Henri Langlois à ce moment-là. Mais voyons juste que faire un gros plan sur la Cinémathèque, c'est ponctuellement manifester ce soutien, c'est aussi faire un gros plan sur un endroit où on ne diffuse que les films du passé. Il n'y a pas de films nouveaux qui sont présentés a priori à la Cinémathèque, sauf cas exceptionnel, mais le rôle, le but, l'essence de la Cinémathèque, c'est de passer des films du passé, si je puis me permettre cette redondance. Et donc, c'est clairement pour Truffaut, parce qu'il n'y a pas d'images gratuites, il n'y a pas d'images qui ne font pas sens, c'est clairement aussi une façon de situer quelque part son film dans le passé. Et je dirais, alors là, qu'il enfonce le clou de façon absolument évidente, qu'est-ce qu'on entend sur cette image de cinémathèque, lieu de patrimoine du cinéma? Qu'est-ce qu'on entend? Une chanson de ce qui est à l'époque déjà un vieux chanteur que les nouvelles générations n'aiment pas trop, qui retrouvera une seconde jeunesse à la fin de sa vie et de sa carrière, qui est Charles Trenet. Et Charles Trenet, qu'est-ce qu'il chante? Une chanson qui s'appelle « Que reste-t-il de nos amours ?» Si ce n'est pas la nostalgie, je ne sais pas ce que c'est. Et dans cette chanson, il y a à un moment ces vers, bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant, pardon, que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi. Et plus loin, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Voilà donc clairement Truffaut qui choisit une chanson datée avec des paroles qui ne font qu'évoquer la nostalgie, le passé, pas forcément sur un ton doloriste, mais en tous les cas quand même avec vraiment une volonté de dire dans quelle temporalité on se trouve et plutôt même dans quel sentiment. Alors c'est une nostalgie, c'est une mélancolie, c'est un spleen qui ne se transforme pas forcément en torrent de larmes, mais qui est juste, en tous les cas, d'indiquer une sorte de couleur pour le film. On sera dans cette couleur-là,
qui, une fois de plus, n'exclut ni l'humour, ni l'ironie, bien au contraire, ni le gag même à certains moments, mais disons qu'il y a à la fois une façon de se démarquer du polar très noir précédent, et puis de retrouver ce qu'aime François Truffaut fondamentalement, et il aime énormément les chansons de Charles Trenet, il aime énormément les figures, effectivement, de la nostalgie, de la mélancolie. Elle hante littéralement son cinéma, il ne s'en cache pas, il ne les dissimule pas, et bien au contraire, Baiser volé commence en quelque sorte par clairement l'annonce de ce programme-là. Et bien évidemment, je le disais, la façon pour Truffaut la plus simple de convoquer le passé, en matière de cinéma, nous sommes au cinéma, il s'agit bien d'un film et pas de son histoire à lui, mais c'est bien évidemment de convoquer Antoine Doinel. Il l'avait déjà fait après les 400 coups, 3 ans après les 400 coups. François Truffaut est sollicité pour participer à un film collectif, un film à sketch. C'était la pratique dans ces années 60, 50, 60. On aimait beaucoup les films à sketch. On les aimait beaucoup en France, on les aimait beaucoup en Italie aussi. Ça permettait d'ailleurs de faire des films internationaux, c'est-à-dire où plusieurs cinéastes de plusieurs nationalités se confrontent à partir d'un thème, souvent très général, et délivre en quelque sorte chacun sa contribution. C'est le cas d'un film collectif, donc un sketch qui s'appelle L'amour à 20 ans. Et dans L'amour à 20 ans, François Truffaut fait un sketch, réalise un sketch qu'il écrit lui-même seul, qui s'appelle Antoine, entre guillemets, mais sans, le nom n'apparaît pas dans le titre, mais Antoine et Colette. C'est en quelque sorte un post-scriptum aux 400 coups, c'est une nouvelle aventure d'Antoine Doinel dans une suite chronologique, et au fond, c'est à partir d'Antoine et Colette qu'on a pu se dire, tiens, il est fort possible, et il est manifeste en tous les cas, que on n'en a pas fini avec Antoine Doinel, que Truffaut n'en a pas fini avec Antoine Doinel, et qu'il y aura vraisemblablement un droit de suite pour ce personnage qui pouvait terminer sa vie cinématographique avec le sublime plan final des 400 coups et son regard caméra face à nous. Et Truffaut décide au contraire de continuer à le faire vivre. Alors, à la fin de ce sketch de l'amour à 20 ans, à la fin d'Antoine et Colette, on avait laissé Antoine Doinel dans une drôle de situation. Il s'était fait plaquer en quelque sorte par sa copine Colette, merveilleusement jouée par Marie-France Pizier, et le pauvre restait à regarder de la télé chez ceux qui ne seront jamais ses beaux-parents. Donc on le voyait vraiment un peu en déshérence amoureuse, dans une situation d'amoureux éconduit, et voilà, on pouvait, là aussi finalement, c'était une façon assez claire pour Truffaut de laisser la porte ouverte et de nous dire, je ne vais pas laisser le pauvre Antoine seul à regarder la télé avec ceux qui ne seront jamais ses beaux-parents, je vais lui inventer forcément d'autres aventures. C'est ainsi qu'on le retrouve 6 ans plus tard. Il a alors 22 ans, du coup, on peut suivre l'âge d'Antoine Doinel en fonction de ça, et on le retrouve enfermé dans la prison d'une caserne parisienne qui s'appelait, je le dis s'appelait parce qu'elle a été détruite, la caserne Duplex, dans le 15e arrondissement. Il est là enfermé, en prison, comme le fut François Truffaut dans sa jeunesse à lui également. Soit dit en passant, moi aussi, je les étais, mais ça n'a aucune importance, c'est pas là pour parler de moi et de la caserne Duplex. Doinel n'est plus à ce moment-là un enfant, un adolescent, un grand adolescent, c'est vraiment un jeune adulte. Et le film Baiser volé, c'est forcément de ce point de vue-là un récit d'apprentissage, comme on dit dans les termes romanesques, un roman d'apprentissage amoureux, ça c'est assez classique, mais aussi social et professionnel, ce qui est assez important, on le verra dans la façon de Truffaut d'envisager les choses. C'est évidemment un récit un peu à la Balzac. Balzac est l'un des auteurs favoris et d'Antoine Doinel et de François Truffaut, donc ce n'est pas un hasard si, en quelque sorte, le film se place sous ce patronage-là. Une fois de plus, la référence à Balzac était aussi présente dans les 400 coups.
Alors, pour écrire le scénario, cette fois, contrairement à Antoine et Colette, François Truffaut va faire appel à deux personnes qui ne sont pas forcément des cinéastes aguerris, mais qui sont deux amis. Cette dimension est importante. Il y a chez François Truffaut la notion de fidélité, la notion d'amitié, cette référence à son passé de jeune cinéphile tumultueux. Et ce sont deux jeunes, enfin de son âge, mais deux anciens cinéphiles de la Cinémathèque à qui il va faire appel. Claude de Givray. Alors Claude de Givray, c'est vraiment un ami de la Cinémathèque que François Truffaut a aidé pour réaliser ses premiers films, qu'on voit d'ailleurs aussi dans Les 400 coups, parce qu'il était très présent sur le tournage, pardon, qu'on voit aussi, dans Les Mistons, pas Les 400 coups, Les Mistons, c'est-à-dire le premier court-métrage, moyen-métrage de François Truffaut. À un moment, Claude de Givray apparaît dans une rue de Nîmes, à travers une petite séquence sketch. Donc, c'est dire si c'est un ami déjà ancien de François Truffaut. Et Bernard Revon, pardon, est dans la même situation d'amitié du temps de la Cinémathèque. Ils ont en quelque sorte grandi ensemble, ils ont forgé leur cinéphilie ensemble, et ce sont des amis qui deviennent des complices d'écriture. Mais ce qui intéresse beaucoup Truffaut chez De Givray comme chez Revon, et c'est important, c'est que l'un et l'autre aiment enquêter. L'un et l'autre aiment l'investigation. L'un et l'autre, Revon et De Givray, vont se transformer en petits reporters, on peut le dire, pour François Truffaut. Car Truffaut a cette idée qu'il faut caractériser Antoine Doinel non seulement par cette éducation amoureuse, mais aussi, je le disais, par une éducation professionnelle et sociale. Alors, comme c'est une sorte d'instable professionnel, Doinel, il va multiplier dans Baiser volé les petits boulots. Et ce sont Revon et De Givray qui sont chargés d'enquêter sur la réalité de ces petits boulots. Alors, les différents petits métiers, c'est détective privé, manutentionnaire chez un marchand de chaussures, veilleur dans un hôtel, veilleur de nuit dans un hôtel, bien sûr, réparateur télé. Donc, ils multiplient les deux copains de Truffaut, ils multiplient les enquêtes, et notamment, ils vont passer du temps dans une agence de détective privé bien réelle qui s'appelle l'agence Dubly, qui dans le film devient l'agence Blady, merveille de l'invention scénaristique, et c'est une véritable agence de détective privé qu'ils vont côtoyer pendant un certain temps et rapporter en quelque sorte comme deux chiens truffiers, rapporter à Truffaut des éléments pour son film. Alors, soyons clairs, il n'y a pas de tentation documentaire chez François Truffaut, contrairement à d'autres cinéastes, et c'est tout dans la bouche une critique. Je veux dire, on peut avoir une envie d'injecter du documentaire dans la fiction. C'est une possibilité que se réserve nombre de cinéastes, bien entendu. C'est vraiment pas la volonté de Truffaut. La volonté de Truffaut, c'est non pas de faire vrai, ça c'est la tentation documentaire, mais c'est de faire rire ou sourire. C'est d'abord pour cela. Et du coup, ce qu'il demande à De Givray et à Revon, c'est évidemment d'apporter un maximum de petits récits, d'anecdotes savoureuses, de petits gags, de choses qui, effectivement, du coup, donnent l'illusion du vrai, donnent l'illusion du ressenti, du vécu, mais surtout, alimentent le récit en micro-fiction et qui vont permettre évidemment sa progression, qui vont nourrir les personnages et qui vont surtout faire que ce film, qui est fondé assurément sur une bonne dose de nostalgie, assurément sur une bonne dose d'indécision aussi du personnage, sur des choses mouvantes. Hein, l'allusion y était faite dans la chanson de Charles Trenet. Eh bien, en quelque sorte, tous ces micro-récits vont ancrer le film dans le réel. Voilà. Et cette volonté mélancolique, nostalgique, elle sera contrebalancée par la multiplicité de ces petits récits
qui traversent le film et du coup qui vont alimenter les maladresses, les gaffes, les quiproquos engendrés par Antoine Doinel, évidemment, et ses comportements un peu erratiques. Alors, à côté de cette éducation que j'appelle professionnelle et sociale du personnage d'Antoine Doinel, il y a évidemment, comme dans le tout bon roman classique français dont Truffaut est si friand, il y a, comme chez Stendhal, comme chez Flaubert, comme chez Balzac, une réelle éducation sentimentale et amoureuse. Au début du film, d'ailleurs, Doinel lit un roman de Balzac, et pas n'importe lequel. Ce roman s'intitule Le Lys dans la vallée. Et Le Lys dans la vallée, c'est quoi? C'est l'histoire juste d'un jeune homme qui ressent pour une femme mariée à la vertu d'airain un amour absolument impossible. Voilà ce que raconte Le Lys dans la vallée. Doinel va rencontrer cette femme, cet amour semble-t-il impossible, en la personne de Madame Tabar. Madame Tabar, c'est la divine Delphine Seyrig, qui est mariée à Monsieur Tabar comme il se doit, qui est lui-même marchand de chaussures et qui est joué par Michael Lonsdal. Dans le roman, cette femme, chez Balzac, cette femme est divine, inaccessible, intouchable. C'est une sorte d'icône devant laquelle on ne peut faire que des révérences, une sorte de miracle vivant, d'apparition, comme on dirait chez Flaubert. Ce fut comme une apparition, c'est le début de l'éducation sentimentale. Doinel, quand il voit pour la première fois Madame Tabar, il a ce sentiment-là. Mais, au fond, je dirais, heureusement pour lui, Madame Tabar n'est pas l'héroïne d'un roman de Balzac, elle est, elle, bien dans la vie, et ce qui se passe là, ce qui se joue là entre elle et Antoine Doinel sera bien plus prosaïque. Alors, cette histoire avec Fabienne Tabar, c'est intéressant parce que elle intervient comme une sorte de parenthèse dans le film. Elle intervient à un moment où Doinel n'arrive pas en quelque sorte à concrétiser sa relation avec Christine Darbon, qui est jouée par Claude Jade, et avec laquelle, par ailleurs, je le dis en parenthèse, François Truffaut aura une histoire d'amour d'autant plus forte qu'il lui proposera le mariage, mais que ça n'ira pas jusque-là. Et donc Antoine Doinel est raisonnablement amoureux de Christine Darbon, mais il tombe éperdument amoureux de Madame Tabar. Madame Tabar elle-même codifiera leur relation et Doinel retournera, après cette parenthèse enchantée avec Fabienne Tabar, retournera vers Christine Darbon et concrètement vers le mariage. Alors, c'est une parenthèse, oui, mais c'est aussi, et c'est pour ça que j'y insiste, un formidable condensé du film. C'est comme à la fois le cœur vivant du film et l'une de ses explications, en tous les cas, l'un des moments cruciaux du film, où on retrouve tous les éléments qui font que le film fonctionne à merveille. Il y a d'abord de l'humour, avec du comique, avec le personnage de crétin sidéral du mari jaloux, joué merveilleusement bien par Michael Lonsdal, qui est cet homme engoncé dans ses costumes, qui va consulter un détective privé pour faire suivre sa femme, enfin, bref, qui va embaucher Doinel là aussi, enfin, et qui est tout à fait ridicule, qui est presque un personnage de Molière, de Barbon de chez Molière, de mari trompé, jaloux, mais tellement ridicule et tellement drôle pour nous, les spectateurs. Et puis, il y a, donc, on le disait, la description de ces petits métiers. Et chez Truffaut, il est très rare que les personnages n'aient pas de métier. Il y a une volonté toujours de faire en sorte que, même si c'est un arrière-fond, même si ça n'a pas de valeur dans l'histoire, mais la plupart de ces personnages
ont des métiers, sont caractérisés par leur situation sociale. Une fois de plus, ça ne joue pas forcément dans l'histoire, mais il y a chez lui une volonté qui, encore une fois, n'est pas une volonté documentaire, mais qui est une volonté d'être dans une forme de réalité qui permet à la fiction, au fond, d'exister encore plus. Alors, c'est aussi pour l'évolution du personnage de Douanel, cette scène et cette parenthèse avec Delphine Seyrig extrêmement important parce que c'est pour lui réellement un éveil à la sensualité qui tranche avec soit la fréquentation des prostituées qu'il pouvait avoir, soit même l'image un peu quand même sage, lisse, glacée de Christine Darbon. C'est une image clairement maritale, c'est-à-dire c'est l'épouse Christine Darbon. Delphine Seyrig, c'est la maîtresse. On sait bien que ce n'est pas tout à fait le même statut et tout à fait la même chose. Voilà ce que découvre aussi Antoine Douanel dans cette parenthèse. Et il y a aussi des décalages en quelque sorte, des traits d'humour qui font énormément penser à la fois au cinéma de Guitry et au cinéma aussi de Lubitsch, deux cinéastes auxquels Truffaut tient particulièrement. Il y a des moments comme ça de grâce, il y a des dialogues entre le couple Douanel-Seyrig ou Douanel-Darbon qui sont de ce point de vue-là vraiment des jolis morceaux d'anthologie amoureuse et qui font penser à ces deux cinéastes, Guitry et Lubitsch. Et puis il y a aussi cette scène absolument incroyable durant cette parenthèse où Antoine Douanel est face à son miroir, face à un miroir chez lui, dans sa petite chambre, et où il va répéter inlassablement son nom, le nom de Christine Darbon, le faire disparaître en quelque sorte et amener de façon répétitive, de façon presque angoissante, hein, le nom de Madame Tabar, de Fabienne Tabar qu'il répète comme ça, comme son nom, comme pour se persuader, comme pour faire exister dans ce miroir face à lui cette femme qu'il veut conquérir, qui lui semble absolument impossible. Cette scène est très étrange, cette répétition nous est presque, finit par nous être presque à la fois insupportable et risible, et il y a là vraiment le cœur du film et le cœur de ce personnage finalement assez étrange dans ses monomanies, par exemple, qu'est Antoine Douanel. Et puis je crois qu'on ne peut pas éviter de s'y arrêter. Il y a un personnage féminin qui est donc cette Fabienne Tabar, je le dis relis par Delphine Seyrig, et qui est un personnage féminin typiquement truffaldien. Ce sont les femmes qui mènent le monde chez Truffaut. C'est une évidence. C'est elle qui mène la danse. C'est elle qui impose à Douanel, qui lui en quelque sorte, qui fait avec lui une sorte non pas de contrat de mariage, mais de contrat de liaison. Elle lui dit, on va coucher ensemble, et puis le lendemain matin, ce sera fini. Et ce sera terminé, et il n'en sera plus question, et il faudra que ce soit comme ça et pas autrement. Douanel pourrait revendiquer, ne pas être d'accord, être déjà dans le remords, le regret. Non, il est suffisamment subjugué par cette femme, et les femmes chez Truffaut sont suffisamment subjugantes pour ne rien avoir à redire de ce contrat, qui est un contrat quand même bien difficile quand on est à ce point-là en état d'admiration devant un objet aimé, de ne pouvoir, au fond, pour être concret, voire presque trivial, de ne pouvoir y toucher qu'une seule fois, et puis après, ce sera terminé, et Douanel rentrera dans son rang, qui est le rang avec Christine Darbon et Claude Jade, laquelle ne manque pas non plus, de toute façon, de caractère. Mais il est clair que tous les personnages masculins principaux chez Truffaut sont des hommes fascinés par des femmes qui les mènent par le bout du nez. Qu'ils s'appellent Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu, Charles Denner, Jean-Louis Trintignant, De Sailly, tous ces héros truffaldiens, et j'en oublie, tous ces héros truffaldiens sont émerveillés par les femmes et ils sont happés par elles, et surtout, ils obéissent presque comme des enfants, et ils sont, oui, réellement fascinés par ces femmes. Alors, à cela, Delphine Seyrig
a une phrase absolument merveilleuse elle dit à son amant, mais toutes les femmes sont magiques, Antoine, chacune à leur tour. Cette façon pour elle de relativiser, c'est elle qui le fait, c'est pas lui, est évidemment tout à fait maligne. Et on retrouvera d'ailleurs, comme souvent chez Truffaut, il y aura une reprise. Hélas, dans ce qui est hélas son dernier film, un merveilleux petit polar drôle en noir et blanc qui s'appelle Vivement Dimanche, dans lequel Philippe Lodenbach, qui joue l'assassin, et au moment où il est cerné par la police, il a une conversation dans une cabine téléphonique avec un commissaire de police, et il dit au commissaire de police, vous savez, les femmes sont magiques, j'ai voulu être un magicien. C'est cette position-là que Douanel, dès Baiser volé, mais ça existe aussi éventuellement avec les films précédents, mais en tous les cas, c'est cette position-là que Douanel a, parce que, comme d'habitude chez Truffaut, les films se répondent, les films ricochent entre eux, les personnages se poursuivent, il y a des phrases communes, comme celle-là, ou presque, il y a une infinité de petits cailloux blancs que Truffaut sème de film en film, et on pourrait presque passer son temps à n'analyser les films de Truffaut qu'en fonction de ce qu'il y a dans tel film et qu'il y a dans tel autre. Et de créer une sorte comme ça de jeu permanent de correspondance. Celle-là en est une, mais avec beaucoup d'autres occurrences. Et ce qui est intéressant, c'est que certes, François Truffaut se sert de sa vie, de la vie de ses scénaristes, de la vie de ses amours, etc., pour nourrir son cinéma. Et là, il va se passer quelque chose de très particulier quand même. C'est que, certes, il se sert de l'armée, on l'a vu, il a fait de la prison aussi. Certes, il se sert de la fréquentation des prostituées. Certes, il y a le désir chez lui, par exemple, et chez Douanel, mais chez lui aussi, d'être adopté par une famille qui ne serait pas la sienne, parce que la sienne a tendance à se déliter et n'existe pas vraiment. Et Truffaut fera la même chose avec quelqu'un qui s'appelle André Bazin, et qu'il prendra, et sa femme, Janine, qu'il prendra comme des parents adoptifs. Et il y aura aussi quelque chose d'assez particulier, puisque la fréquentation, en quelque sorte, d'une agence de détectives privés, ça c'est le film, va conduire Truffaut, mais dans la vraie vie, dans sa vraie vie à lui, c'est-à-dire que c'est pas la vraie vie qui rentre dans la fiction, c'est la fiction qui rentre dans la vraie vie de Truffaut. Le mouvement est plus rare quand même. Truffaut, découvrant l'univers des détectives privés, va mandater un détective privé pour aller à la recherche de son père biologique, au moment où il fait Baiser volé. Car, comme on l'a vu en miroir, comme on le sait depuis les 400 coups, Antoine Douanel, mais aussi François Truffaut, a été élevé par sa mère biologique, avec laquelle les rapports sont pour le moins difficiles. Ils seront difficiles jusqu'au bout, ils ne se réconcilieront pas, et la mère de Truffaut d'ailleurs meurt en 1968, l'année de Baiser volé, sans être réconcilié avec son fils. Et donc Truffaut a été élevé par cette mère et par son père adoptif qu'on voit dans le Roland Truffaut, qu'on voit dans les transfigurés évidemment par le biais de la fiction, qu'on voit dans les 400 coups. Et Truffaut va donc mandater un détective pour retrouver son véritable père biologique. Il découvrira que ce père est dentiste à Belfort, qu'il existe donc vraiment, en cette année 1968. Et au moment où Truffaut ira pour le rencontrer, il ne franchira pas la porte et il ne voudra pas finalement réellement rencontrer ce père biologique, son véritable père, dont il apprendra également qu'il est juif, ce qui, pour François Truffaut, sera une information importante.
mais il ne franchira pas la porte et il laissera en quelque sorte une part de mystère à cette filiation. Il ne voudra pas connaître son véritable géniteur. Et ce qui est assez frappant, intéressant, intriguant même, c'est effectivement de voir combien le film a permis cette recherche qui, certes, n'ira pas jusqu'au bout, qui ne trouvera pas son aboutissement. Après tout, c'est aussi un aboutissement peut-être de ne pas franchir la porte, mais en tous les cas, que Truffaut aura mené grâce, grâce à cette proximité avec une agence de détectives privés. Alors, je ne veux pas que cette parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, en quelque sorte, et cette façon de raccorder la vie de Truffaut au film, je crois vraiment qu'il faut être assez clair là-dessus. Certes, il y a des implications, il y a des imbrications entre la vie de Truffaut et singulièrement, mais pas seulement d'ailleurs, hein, la série des Douanel. On peut en trouver dans beaucoup d'autres films, mais pas seulement dans les Douanel. Mais pour autant, les films, et ceux avec Antoine Douanel notamment, ne sont ni les autobiographies, ni ce qu'on appellerait maintenant, et avec le succès qu'on connaît en littérature, ni des autofictions. Pour Truffaut, Douanel n'est pas un masque derrière lequel il se cacherait, derrière lequel il ferait passer des choses, des messages ou des façons d'être et des justificatifs, des choses comme ça. Non, c'est vraiment une invention, une fiction, ce personnage, avec un prénom, un nom qui ne sont pas celui de François Truffaut, avec une autre généalogie, mais c'est un personnage que, évidemment, il nourrit de son réel, il nourrit de ses amours, de ses fréquentations, de ses amis, de ses expériences de vie, etc. Mais c'est une façon de nourrir la fiction, ça n'est pas une façon de se raconter par le biais d'une biographie filmée. Impossible ensuite d'ailleurs de démêler le vrai du faux, qui appartient à quoi. Certains d'ailleurs autour de François Truffaut, et notamment certaines conquêtes amoureuses, lui reprocheront cette utilisation. Le problème, c'est qu'il y a qu'elle qui peut le reprocher parce que tout ça est tellement caché, tout ça est tellement dissimulé, qu'il ne peut pas être question réellement d'une autobiographie. Ça, c'est évident. Donc je le disais, cette influence va jusqu'à effectivement découvrir en quelque sorte un pan caché de la propre vie de François Truffaut. On voit bien donc que malgré cette position entre deux films noirs, Baiser volé pour autant n'est pas le petit divertissement léger, aérien, et totalement dépourvu de gravité que certains ont un peu trop vite vu. Je crois que ce qui sous-tend le film et qui, au-delà des gags, de l'ironie, de tout le plaisir qu'on prend à voir de façon au premier degré. Ça, c'est évident, c'est certain, et c'est un film éminemment plaisant à voir et à revoir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Truffaut étant un auteur, Truffaut étant quelqu'un toujours qui a une envie de faire passer des sentiments, ce qui, moi, me frappe en tous les cas dans Baiser volé, c'est la grande attention accordée à tout ce que la vie a de provisoire, à tout ce que la vie a d'éphémère, d'instable, que toute existence est une sorte de continuum, mais de choses qui s'évaporent, qui s'évanouissent, qui ne sont pas, qui sont des sables mouvants, une fois plus référence à la chanson de Trenet. Et cette façon d'envisager l'existence, elle appartient à Truffaut, elle est particulière, on n'est pas obligé ni de la partager, ni de penser qu'il a tort ou raison, ça n'est pas la question, c'est juste de dire, voilà lui ce qu'il nous montre à travers ce personnage. Regardez combien Douanel est instable, avec tous ses petits boulots, il n'arrête pas de changer de boulot. Il passe aussi quand même une forme de nomadisme sentimental et amoureux qui est là aussi, qui interroge. D'ailleurs,
quand il deviendra écrivain, parce que dans L'amour en fuite, l'ultime volet des aventures d'Antoine Doinel, il devient écrivain, et il intitulera ses mémoires amoureuses, le dit Doinel, les salades de l'amour. C'est dire si dans la salade, il y a des ingrédients multiples et variés, et c'est quand même une façon de caractériser la vie sentimentale qui est un petit peu particulière. Mais c'est comme ça que Doinel l'appelle, bien des années plus tard, après ces baisers volés. Il est évident que Doinel est dans l'instabilité amoureuse, sentimentale, professionnelle, sociale. Il n'arrête pas de changer de cap, il n'arrête pas de revenir en arrière, de repartir en avant, et d'être dans une sorte de grande, non pas interrogation, mais disons oui, d'instabilité. Je crois que le mot qui va le mieux, c'est une forme d'instabilité. Et alors, il se passe quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce sentiment d'instabilité. Il y a la scène finale. Et la scène finale de Baiser volé, elle est de ce point de vue-là sidérante. Il y a, tout au long du film, il y a un personnage qui est interprété par Serge Rousseau, qui était un agent, un ami de Truffaut, mari de l'actrice Marie Dubois. Et ce personnage traverse tout le film en poursuivant de ses assiduités, mais très fortes, Christine Darbon, donc Claude Jade, la future Madame Doinel. Ce personnage n'arrête pas, on pourrait dire de nos jours, on pourrait dire qu'il la harcèle. Et dans la scène finale, un moment où Doinel s'éloigne, ce personnage accoste, aborde une nouvelle fois Christine Darbon, et il lui enjoint de quitter Christine Darbon, de quitter Antoine Doinel, pardon. Et qu'est-ce qu'il lui offre? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui offre l'amour définitif et absolu. Si ce n'est pas l'exact contraire de l'instabilité caractérielle d'Antoine Doinel, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ce film qui repose entièrement sur cette vision d'instabilité, sans porter un regard totalement critique, hein, c'est-à-dire que l'instabilité de Doinel, elle est plutôt sympathique aussi, c'est une sorte de papillon, de légèreté, de vibrionnant. Après tout, pourquoi pas un jour mettre des chaussures dans un carton et puis le lendemain être veilleur de nuit, pourquoi pas, c'est amusant, c'est gai, ça fait que la vie a des couleurs différentes, qu'on en change, et puis pourquoi pas passer de Madame Tabar à Claude Jade, là aussi c'est la vie sous toutes ses formes. Bon, et voilà ce personnage qui arrive et qui propose mais l'exact inverse, c'est-à-dire l'absolu, hein, l'inverse de ce que peut apporter Doinel. Doinel, il est clair qu'il ne peut pas apporter ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que de l'aveu même de François Truffaut, et cette scène, alors, comme elle est l'aboutissement d'un personnage récurrent, il ne s'agit pas du tout de la parée en quelque sorte de vertus inconscientes. Truffaut, il est conscient du personnage qu'il écrit, qu'il crée à travers tout le film, mais il lui a fallu une dizaine d'années quand même pour dire à propos de cette scène, elle est comme une clé pour toutes les histoires que je raconte. Ça, c'est tout à fait singulier, parce qu'on pourrait penser que tout Truffaut est dans Antoine Doinel et dans ce qui vient de précéder cette scène-là. Or, en fait, tout Truffaut est dans ce personnage qui recherche l'absolu. En tous les cas, tout Truffaut est dans cette cohabitation forcément explosive, forcément impossible à vivre, entre une soif d'absolu d'un côté et une instabilité de l'autre. C'est l'exacte alliance des contraires. C'est absolument impossible de mener les deux de front. Il n'y a pas, pour le coup, de en même temps possible. On ne peut pas être à la recherche de l'absolu tout en étant un petit papillon vibrionnant. C'est pas possible. On cherche l'absolu ou on se complaît dans la diversité. Et
cette façon pour Truffaut de dire que effectivement il y a là le cœur secret d'une partie de son cinéma, comment ne pas y penser? Comment ne pas y penser quand on fait le tour et qu'on pense à des titres de films qui sont aussi des caractérisations de personnages, hein. Quand on pense à la mariée qui était en noir, à la femme qui était à côté, à l'homme qui aimait les femmes, à Adèle H, la fille à moitié folle de Victor Hugo, mais à moitié folle d'amour d'abord, à l'homme qui crée cette incroyable chambre verte dans laquelle tous ces morts sont rassemblés, ou bien encore à la patronne d'un théâtre sous l'occupation qui continue absolument, absolument de vouloir faire vivre ce théâtre. Tous ces personnages, toutes ces femmes, tous ces hommes, ils ont la soif de l'absolu, la conquête de l'absolu en tête, et ils se cognent à la vie, littéralement, par rapport à cette soif d'absolu. Donc, vous voyez comme quoi la légèreté débordante de Baiser volé est certes une dimension et qu'on ne peut qu'accepter avec bonheur, mais on ne peut pas résumer le film à cette dimension-là. Il y a à la fois une façon de faire passer et la nostalgie, et la précarité des sentiments, et leur instabilité, mais aussi l'importance qu'il y aurait à essayer d'aller vers l'absolu. À un moment, Fabienne Tabard dit « Les gens sont formidables ». C'est une phrase qui pourrait figurer dans un film de Jean Renoir, c'est certain. D'accord, oui, mais confrontés à l'absolu, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les gens? C'est un peu ça, peut-être, la question la plus souterraine du film. Parce que être formidable, c'est bien, mais la confrontation avec l'absolu, est-ce que ça permet ça? Est-ce que ça donne cette possibilité-là? Rien n'est moins sûr. Et ce qui est intéressant, hein, je crois, peut-être que ce qui nous laisse dans un état d'instabilité et d'intranquillité par rapport au film, c'est que, au fond, Truffaut ne choisit pas. Parce qu'évidemment, on pourrait balayer d'un revers de main en disant oui, mais vous voyez bien que cet homme, il est fou à la fin. Ben, est-ce que vraiment c'est fou de chercher l'absolu? Est-ce que c'est fou d'être exigeant? Est-ce que c'est fou d'avoir envie d'un amour qui soit total, intégral, qui nous porte, qui nous mène, qui fait en sorte que nous sommes totalement nous-mêmes avec quelqu'un en face de nous qui est lui-même? Enfin, non, peut-être pas vraiment forcément quand même. Est-ce que c'est si intéressant que ça de papillonner, de vibrionner? Peut-être pas forcément. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Truffaut, je crois, ne choisit pas réellement. Et en nous montrant autant de personnages, autant de facettes de ce que peut être la recherche de l'absolu dans ces différents films, je crois qu'il nous donnera juste, il met en quelque sorte sur la table euh, les différentes portes. Et c'est à nous de les prendre ou pas, de les ouvrir ou pas, comme il ne l'a pas ouvert lui avec son père. Je crois que c'est ça, et c'est ce qui fait d'ailleurs le prix et tout l'intérêt du cinéma de Truffaut, qui ne saurait se résumer soit à l'instabilité, à la précarité, soit à la recherche de l'absolu. Ça serait trop simple. Alors, peut-être pour terminer, je vous donne quand même quelques nouvelles d'Antoine Doinel, parce qu'il y aura donc un peu de suite. Vous le savez, en 1970, donc 2 ans plus tard, eh bien, Doinel sera marié, c'est le film Domicile conjugal, mais ce seront les aventures aussi de ses infidélités. Évidemment, il ne peut pas s'en empêcher. Et puis en 1979, j'y insiste un petit peu parce que c'est un objet très étrange, Truffaut signe le film qui s'appelle L'amour en fuite. Et L'amour en fuite, c'est très bizarrement, pour lui, comme une façon d'en finir avec le personnage d'Antoine Doinel. C'est comme s'il nous disait, à nous, les spectateurs amoureux de Doinel, amoureux du cinéma de Truffaut, vous savez, bon, hein, il faut lâcher un peu la rampe. Hein. Je ne vais pas vous embêter toute ma vie avec ce personnage. Je ne vais pas m'embêter peut-être moi aussi toute ma vie avec ce personnage. Je ne vais pas non plus embêter toute sa vie Jean-Pierre Léaud avec ce personnage. On n'a pas trop parlé de Jean-Pierre Léaud aujourd'hui, mais on voit bien la proximité avec Truffaut, presque aussi physique. Donc on ne va pas s'embêter quand même tout le temps, toute la vie avec lui, avec cet Antoine Doinel. Alors on va faire ce film, ou je vais faire ce film pour parler à la place de Truffaut, très bizarre que un certain nombre y compris de Truffaldiens, n'aiment pas beaucoup, mais alors que c'est un film
très truffaldien parce que très fondé sur la nostalgie, très fondé sur le passé. C'est un film qui va agréger des extraits des films précédents avec Antoine Doinel pour raconter ce qu'il est devenu. Un père divorcé qui retrouve certaines de ses anciennes amours, Christine Darbon, Marie-France Piguet, et qui va inévitablement, évidemment, tomber à nouveau amoureux, en l'occurrence, de la chanteuse Dorothée. Il n'y a pas d'équivalent dans le cinéma. De toute façon, il y a très peu d'équivalent d'un tel double de cinéma à travers la figure d'Antoine Doinel. Et quand on dit double, d'ailleurs, on se trompe. Il n'y a pas trop d'équivalent de ce trio. Parce que c'est un trio, c'est Truffaut, plus Doinel, plus Léo. Et ça, cette figure de l'acteur, de l'auteur, de son acteur et de leur création, parce que pour le coup, c'est une création à deux, comme il se doit. Le personnage de Doinel a des parents. Il a deux pères. Pas grave, c'est comme ça. Il a papa François et papa Jean-Pierre. Et ça donne Antoine. Et cette figure à trois têtes, elle est absolument troublante, comme si François Truffaut et Jean-Pierre Léaud avaient inventé ensemble un aigle très malicieux, très brillant, un aigle à trois têtes, et que cet aigle a commencé à vivre avec les 400 coups, et il trouve dans ses baisers volés peut-être son épisode le plus charmant, le plus enlevé. Et comme c'est le plus charmant et le plus enlevé, eh ben, évidemment, comme souvent chez Truffaut, il y a l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est que c'est peut-être le film le plus grave, le plus mélancolique, le plus empreint d'un certain spleen. Merci beaucoup, Laurent Delmas. Merci beaucoup pour votre analyse très intéressante. Et on vous retrouve d'ailleurs sur François Truffaut. On va vous retrouver sur d'autres films que vous avez. Vous allez nous parler de Julie Jim, vous allez nous parler de 400 coups, des Deux Anglaises et le continent, et aussi du court-métrage Antoine et Colette. Exactement. Donc, des prochaines masterclass avec vous qui seront intéressantes également à ne pas rater. Merci beaucoup. Merci. Et est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Moi, j'aurais une question. Oui, Thibaut. Donc, vous avez parlé des parents d'Antoine Doinel qui sont François Truffaut et Jean-Pierre Léaud. Mais dans la fiction, il n'a pas vraiment de parents puisque sa mère ne s'occupe pas de lui et son père adoptif non plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que dans ce film, on trouve justement ses parents, c'est-à-dire Monsieur Henry d'un côté, qui pourrait être un petit peu son père, et puis Fabienne Tabar, qui se comporterait un petit peu comme sa mère? Donc, vous voudriez dire que c'est une histoire d'inceste, baiser volé, parce que quand on couche avec sa mère, il n'y a, pas de doute, c'est de l'inceste. C'est oedipien. Bon, c'est oedipien, absolument. Bien écoutez, Jacques Demy aurait été certainement ravi de cette lecture de son ami François Truffaut, l'auteur de Peau d'âne, entre autres. Mais je ne peux pas, comme dit Philippe Noiret dans Coup de torchon, je ne dis pas que vous avez tort, je ne dis pas que vous avez raison non plus. Je pense, non, mais ce que vous dites est tout à fait pertinent et intéressant, et que bien évidemment, il y a des choses en plus, il y a des indices. Vous savez qu'à un moment, tellement il est pétrifié, Antoine Doinel dit bonjour monsieur à Delphine Seyrig. C'est un peu embêtant qu'il voit en elle un homme, et ça prouve son trouble, et peut-être effectivement que c'est un petit enfant troublé par sa maman. On a le droit, moi je crois vraiment que ça n'est pas sollicité de façon excessive les choses, et que cette lecture psychanalytique, elle est tout à fait pertinente, d'autant plus effectivement que l'histoire de Truffaut, qui se confond en l'occurrence, comme vous le disiez très bien, avec celle de Doinel, c'est une histoire effectivement de parents absents, et la rencontre avec Monsieur Henry, elle est merveilleuse d'un certain point de vue. On la verra dans L'amour en fuite. Il y a comme ça effectivement
des choses qui ne sont jamais dites, posées sur la table. Ça serait trop facile, je pense, ça serait trop explicite, mais que Truffaut ne se prive pas de nous indiquer. Et donc, ce que vous dites, je ne trouve ni choquant ni impertinent au sens propre du terme. Je pense que ça fait partie, effectivement, de la complexité du personnage Douanel, de la complexité du personnage Truffaut par conséquent, et que, oui, on peut lire le film, peut-être comme ça, un inceste avéré, résolu en une nuit, et puis on se marie. Voilà, c'est peut-être la vie rêvée de François Truffaut. C'est une lecture, je trouve, assez stimulante. Voilà. Merci. Merci à vous. Il y avait une autre question? Est-ce qu'il y avait une autre question? Non? Bon, bah, merci. Thibaut, je crois. Léo. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation et votre analyse. Merci. Alors moi, j'ai découvert à l'occasion de cette masterclass les 3 films, le court-métrage et les 2 films portés sur Antoine Douanel, 400 coups et Antoine et Colette. Et alors, c'est peut-être une question qui concernera peut-être plus Antoine et Colette, mais j'ai aperçu que dans le générique d'introduction, il y avait la présence de Henri Cartier-Bresson en tant que dans les liaisons photographiques, comme il expliquait. Est-ce que, enfin, c'est un artiste que je connaissais, que je suivais. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus un peu sur cette rencontre Eh bien, hélas, ma réponse est non. Et je vous, c'est une dimension que je n'ai pas du tout creusée. Mais alors, je vous promets que si vous êtes là au moment de la masterclass sur Antoine et Colette, il y aura une réponse. Et elle sera le plus claire et la plus complète possible. Ça, j'en prends l'engagement devant témoin. Mais vous voyez, je préfère vous dire que je n'en sais rien, que je vais me renseigner, parce que c'est, oui, Henri Cartier-Bresson, c'est pas rien, hein, c'est un très, très, très grand nom de la photographie française. Non, j'avoue que je ne connaissais pas cette particularité du générique et de la collaboration du film, mais ça m'intéresse bigrement. Donc, merci de m'avoir alerté, et je vous promets de mener l'enquête, d'être un Claude de Givray efficace en la matière. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vous écrit, Léo, pour la prochaine masterclass. Oui, j'en parlerai à ma coordinatrice. Très bien. Est-ce que d'autres ont des questions? Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci pour vos questions et merci Laurent Delmas. Merci à vous. Merci. À bientôt. Bon week-end. Merci.